bienvenue à ce deuxième cours. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de vous parler de diffusion dans la cellule. Alors je vais faire une introduction un peu longue avec des choses un peu plus classiques. Et les choses dont je veux vraiment vous parler, c'est des problèmes de temps de premier passage et de recherche intermittente. Et puis à la fin, peut-être un peu de diffusion dans des milieux qui sont denses et quel est l'effet de l'encombrement sur la diffusion. Alors avant de faire ça, je vais revenir à ce que je n'ai pas eu le temps de finir la semaine dernière, très très brièvement. Donc, je vous rappelle ce sur quoi je m'étais arrêté. Je vous avais parlé de membrane et je vous avais montré cet exemple de tubes qui sont tirés à partir de membranes, dont l'expérience est ici. Voilà une vésicule, voilà une bille qui est accrochée à la vésicule et on tire sur la bille. En pratique, c'est fait avec une pince optique. Et vous voyez qu'il se crée un tube. Alors j'insiste sur le fait que le rayon du tube est très très petit, c'est de l'ordre de 20 nanomètres. Donc ce qu'on voit directement, ce n'est pas du tout des effets c'est pas du tout le rayon réel du tube, c'est des effets optiques qui sont créés par le tube. Je vous avais calculé, donc j'ai écrit ici l'énergie du tube. Ça c'est la surface, ça c'est un terme de tension superficielle, et puis ça c'est le terme de courbure. Et j'avais commencé par le cas où la courbure spontanée est égale à 0. Je vous avais montré que le carré du rayon, c'est la constante de courbure divisée par 2 fois la tension superficielle. Alors toujours dans le cas où... Et puis ici, il y a un terme de force aussi, puisque j'exerce une force qui a le terme moins F fois L. Ce qu'on peut faire avec ça, c'est calculer l'énergie lorsque le rayon a sa valeur optimale. Donc l'énergie E, c'est L, qui est ici, facteur de FC moins F. Et FC, je l'obtiens en reportant cette valeur ici et là, donc à la force critique. Alors c'est 2pi kappa sur, je vais l'appeler R0, le rayon optimal. C'est 2pi kappa sur R0, ce qui fait 2pi racine de 2 gamma fois kappa. Vous voyez qu'il y a un comportement, ça c'est l'énergie du tube, elle varie linéairement avec la longueur. Maintenant, c'est différent si F est plus grand que SC ou F est plus petit que RC, donc je vais vous tracer ça de façon un peu caricaturale. Ça, c'est l'énergie. Si F est plus grand que FC, la courbe est comme ça. Ça veut dire que l'énergie minimale, c'est quand elle est infinie. Donc je tire avec une force et puis je vais tirer le tube. Là, en pratique, je ne le tire pas jusqu'à l'infini parce que ce qui se passe au bout d'un certain temps, c'est que la tension de surface de la vésicule varie et ça va bloquer le processus. Ceci dit, si je tire avec une force plus grande que FC, je vais faire des tubes très très longs. Et puis si F, donc ça c'est F supérieur à FC, si F est inférieur à FC, le minimum de ça, c'est L égale 0. Donc les tubes qui sont les plus favorisés sera égal à 0. Alors en pratique, si j'applique une force toute petite, je vais tirer un petit peu sur le tube et la vésicule répond de façon élastique. Ce que ça veut dire ça, c'est que si je veux tirer un tube qui est raisonnablement long, c'est-à-dire qu'il ne va pas se croître jusqu'à l'infini, il faut que je le tire avec une force qui est exactement égale à Fc. Après, ce qui est intéressant, c'est de mettre les chiffres là-dedans. Je vous dis que le rayon, c'était 20 nanomètres. Kappa, c'est 20 fois kT. Si vous mettez ça, on trouve des piconewtons. On trouve quelque chose comme 20 piconewtons. Donc ça veut dire qu'en exerçant des forces extrêmement faibles, la cellule peut tirer des tubes à partir de membranes. C'est des choses qui existent, c'est ce qui va tirer le tube, c'est des moteurs moléculaires qui s'accrochent à la membrane et qui tirent sur la membrane
Un seul, on n'arrive pas à faire 20 piconewtons, mais avec 7 ou 8 moteurs ou 10 moteurs, on va créer des forces de cet ordre-là et attirer des tubes. Ça fixe aussi le rayon du tube à cette valeur qui est donnée par ça. Et puis ça veut dire que dans la cellule, il ne se crée pas des tubes spontanément si on n'exerce pas des forces. Alors ce qui va nous sauver, c'est de prendre des membranes dont la courbure spontanée n'est pas nulle, mais dont la courbure spontanée est finie. Donc maintenant, je suppose que la membrane a une courbure spontanée finie, et puis je refais le même jeu. Je vais minimiser l'énergie par rapport au rayon. Alors, si je fais le même calcul, je vais trouver cette fois R0 carré égale K sur 2 fois gamma sur gamma plus kappa C0 carré. On a un tube de taille finie ici. Et puis, si je regarde maintenant la force, pareil, il y aura une force critique. Si je regarde la force critique, Fc, c'est 2pi kappa sur R0, facteur de 1 moins C0 R0. La bonne nouvelle, c'est que si C0 R0 est égal à 1, le tube pourra se former avec une force nulle, et donc comme ça, les membranes peuvent créer des tubes à l'intérieur de cellules, à condition qu'on leur impose une courbure spontanée, et ce qui va fixer le rayon du tube, c'est la courbure spontanée. Si vous comparez maintenant ces deux formules, quand est-ce que C0 R0 égale 1 ? Ça se produit pour gamma égale 0. Alors vous allez me dire, une tension nulle sur une membrane, ce n'est pas vraiment ce qu'on s'attend. La membrane doit avoir une tension finie. Alors en fait, je vous ai un peu grugé parce que la vraie tension de surface, c'est l'énergie par unité de surface de la surface quand elle est complètement plate. Maintenant, si vous faites la courbure nulle, c'est-à-dire ce terme-là égal à 0, la tension de surface de la membrane, c'est gamma plus kappa sur 2, c'est 0 carré. Je vais l'appeler gamma tilde. Donc c'est gamma. Donc si gamma égale 0, la tension de membrane est encore positive, tout est stable. Qui plus est, si gamma égale 0, cette formule, si j'appelle gamma tilde et que je le reporte ici, cette formule-là, c'est la même que ça. Donc le rayon, la formule ne dépend pas du fait qu'il y ait une courbure spontanée ou pas. Par contre, la force maintenant peut s'annuler. Elle s'annule avec une force qui est complètement nulle, et la membrane peut générer des tubes comme ça uniquement parce que vous la forcez à se courber localement. En pratique, comment c'est fait ? C'est mettre des protéines qui imposent la courbure à la membrane. Je reviendrai là-dessus après. Donc pour des protéines, si la membrane est asymétrique avec des protéines qui imposent la courbure, on arrive à faire des tubes spontanément à l'intérieur de la membrane. Je vais juste regarder ces deux dessins qui sont là. Ça, c'est une expérience. Donc, vous voyez, on allonge le tube. Il y a un overshoot ici. Et puis après, on a une valeur parfaitement constante de la force. Ça, c'est bien ce que je vous ai dit. Si la courbure spontanée de la membrane est nulle, la force doit être constante. La valeur qui est là, c'est bien de l'ordre de 20 piconewtons. Il y a un effet intéressant ici, c'est que la courbe passe au-dessus de la valeur finale. Alors, si vous êtes ici, la membrane est élastique et donc on déforme un peu par élasticité. Ici, il y a cet effet de tube que j'ai décrit là. Et ce que ça indique, ce dépassement ici, c'est que la transition entre la membrane faiblement déformée et le dépassement du tube, c'est un effet de premier ordre, et c'est la nucléation du tube qui va créer ces effets-là. Donc voilà, et il y a un article théorique ici, d'ailleurs, dont Jacques Pro est l'un des auteurs, qui explique et qui montre bien qu'il peut y avoir des dépassements ici. Et si on compare, cette formule reproduit bien les données expérimentales. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche, parce qu'on l'utilise à l'envers. On utilise la formule pour mesurer la tension
ou la courbure de la membrane. Une remarque, c'est que on a deux quantités, on n'a qu'une mesure qui est la force. Le rayon, il faudrait aller à la microscopie électronique, ce n'est pas très facile à faire parce qu'il faut geler la manip à chaque fois. Il y a une astuce qui consiste à tirer deux tubes en même temps et de regarder l'angle que se fait entre les deux tubes. Ça permet de mesurer les deux paramètres. Je vais m'arrêter là pour ces choses-là, avec ce message que la cellule sait fabriquer des tubes spontanément s'il y a des courbures spontanées. Donc maintenant, toute la suite du cours, je vais vous parler de diffusion dans la cellule. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le mouvement diffusif dans la cellule, donc qui n'est pas assuré de façon active par des moteurs moléculaires. Alors, d'objets qui peuvent être des protéines, typiquement, c'est entre 1, 10 nanomètres, parfois un peu plus, des vésicules. Ou même des condenseurs biologiques. Il n'y a pas le dernier cours que j'ai fait, mais celui d'encore avant. Je vous ai parlé de ces séparations de phase locales qui font des gouttes dans la cellule. Ces gouttes-là peuvent diffuser. Les vésicules, typiquement, elles font 100 nanomètres, 1 micron. Les condensats, ils sont plutôt plus gros, ils font quelques microns. Ça, c'est des objets qui sont sensibles à l'agitation thermique et qui peuvent diffuser à l'intérieur de la cellule. Alors, je vais commencer par des choses, au début, qui sont très, très classiques. Donc je vais commencer par la diffusion à l'équilibre thermique, que je vais appeler la diffusion passive. Il y a un peu deux façons de regarder la diffusion passive. Le premier, c'est d'écrire. Donc je considère une particule qui a un coefficient de diffusion D dans un fluide qui a une viscosité état. Et puis je vais regarder le mouvement diffusif de cette particule. Je vais vous montrer des exemples qu'on arrive à faire maintenant, même sur des particules qui sont très petites. La façon que j'aime bien, c'est d'écrire ce qu'on appelle une équation de Langevin. Alors, à l'échelle des phénomènes biologiques, l'inertie est toujours négligeable. Donc quand j'écris l'équation de Newton, je peux toujours ignorer le terme d'accélération. Donc je vais juste écrire un équilibre des forces. Et l'équation de Langevin, ça dit qu'il y a une force de friction visqueuse. V, c'est la vitesse de la particule, zeta, c'est le coefficient de friction. Et cette force de friction visqueuse, elle est équilibrée par une force extérieure. Ça, c'est la loi de Newton. Mais ce que dit Langevin, c'est qu'il faut rajouter une force qui est aléatoire, qui prend en compte les fluctuations thermiques. Alors, je vais le dire de deux autres façons différentes. Les collisions de mon objet avec les molécules d'eau. Je préfère parler d'interaction de l'objet avec les molécules d'eau, dont les fluctuations sont importantes. Donc je vais rajouter ici une force, psi de t. Il y a deux choses à dire là-dessus. D'abord, on peut toujours s'arranger pour que la valeur moyenne de la force qui de t soit égale à 0. Ça revient à redéfinir la force extérieure. Ça, c'est simple. Donc elle est de moyenne nulle. Puisque nous a appris Langevin, c'est que si on veut respecter l'équilibre thermodynamique, cette force, elle doit exister, et son amplitude, elle est reliée au coefficient de friction qui est ici. Si vous voulez, c'est une version simple du théorème de fluctuation-dissipation. Alors, on ne peut pas caractériser la force de Langevin, il faut que je mette un vecteur, par sa valeur moyenne. Donc, je vais écrire les corrélations de la force de Langevin. Je vais écrire xi I de t pour la composante I, multiplié par xi J de 0,
Donc je regarde par exemple la composante x multipliée par la composante y, l'un en t, l'autre en 0. Comme l'espace est isotrope, il doit y avoir un facteur delta ij. Si je regarde à des échelles beaucoup plus grandes que le temps pendant lesquelles les molécules du fluide interagissent avec la particule, ça c'est des temps de relaxation d'un liquide, c'est 10-12 secondes, donc les expériences qui m'intéressent vont aller beaucoup plus vite que ça. La corrélation est locale, donc il n'y a pas de mémoire là-dedans, sur un delta de t moins t'. Et puis il y a un coefficient, donc je vous ai dit c'est les fluctuations thermiques, donc il doit y avoir kT. Et puis il y a 2 fois le coefficient de friction qui est ici. Donc le message de ça, c'est que la force de Langevin, elle est fortement reliée au coefficient de friction. En gros, son amplitude, soit le carré de son amplitude, qui est ce xi2, il est proportionnel au coefficient de friction. Alors je ne vais pas, parce qu'il y a des choses plus intéressantes après, insister beaucoup là-dessus. Simplement, si on a une force nulle, c'est-à-dire si ce terme est égal à 0, on peut calculer la position de la particule en fonction du temps. On trouve un mouvement diffusif qui est R2 égale 6 dt. Alors le 6, il est un peu conventionnel. Ce qui est important, c'est que c'est un mouvement diffusif et que le carré des rayons croît comme le temps et pas comme le carré du temps. Donc ça, c'est une façon d'aborder le problème. Il s'avère que pour des raisons un peu compliquées dues au Collège de France, j'ai été voir l'article original de Langevin. C'est fait de façon absolument merveilleuse. Il a même une façon de résoudre cette équation-là qui n'est pas du tout la méthode bourrine que j'ai présentée dans les cours que j'ai fait avant. Et il arrive en très très peu d'équations à trouver ce résultat avec un raisonnement qui est, à mon avis, remarquable. Alors je vous ai même... si jamais ça revient, il faut que je change de cours. Je vous ai mis ici une photo de Brown, qui est la personne qui a été le premier à faire référence à ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement brownien. Il regardait des particules de pollen. Ce n'est pas du tout clair que c'est un mouvement qui est dû aux excitations thermiques. Il y a de la turbulence de l'air autour et des choses comme ça. Donc ce que je vous vends comme le mouvement brownien thermique chez Brown n'était pas forcément thermique. Puis ça, c'est Langevin. C'est pas une photo de Langevin, c'est un bus. Je l'aime bien parce qu'il est dans le bureau du directeur de l'ESPCI et j'ai vécu avec lui pendant 5 ans. Il est très calme. Ce que j'ai mis en dessous, c'est une simulation de marche aléatoire, simplement pour vous montrer quelles têtes ont les trajectoires. Ce n'est pas du tout homogène, comme on pourrait deviner si on est naïf. La marche est anisotrope, celle-là. Ça devient isotrope, bien sûr, quand on moyenne, mais c'est ça un peu l'image qu'il faut garder de cette structure qui est extrêmement irrégulière. Donc l'autre façon de faire, c'est d'utiliser une équation de Fokker-Planck. Ça, c'est l'équation pour la probabilité P de R et de T, de trouver la particule à la position R à l'instant T. Alors, je vais vous l'écrire. dP sur dt égale D. Alors, si je suppose que le coefficient de diffusion est constant, je peux le sortir du gradient. Puis j'ai un gradient de gradient P ou ce que je note avec un opérateur comme ça, c'est le gradient, c'est-à-dire c'est un vecteur à 3 composantes, du sur dx, du sur dy, du sur dz, et la force, c'est F égale moins gradient U. Donc il y a un terme de diffusion, puis il y a un terme de convection, ça c'est la vitesse de la particule qui se transporte, alors il y a un P là, qui transporte la probabilité. Je vais simplement faire une remarque pour la suite.
c'est que gradient U, c'est moins f. Donc dans cette équation-là, ce qui apparaît, c'est moins f sur kt. Alors le kt, hein, puisque le coefficient de diffusion d, c'est kt sur zeta. Qu'est-ce que nous a montré Einstein? Le kt, pour ce terme-là, il est arbitraire. Hein, j'ai multiplié et divisé par kt. Alors, ce que tout le monde sait, c'est que s'il n'y a pas de force, la probabilité de distribution, c'est une gaussienne, donc P de R et de T. Alors c'est 1. Alors j'écris mes formules à 3 dimensions. On peut faire la même chose à 1 et 2 dimensions. La seule chose qui change chez cet exposant-là, c'est la dimension de l'espace divisée par 2. Donc voilà ce qui se passe pour la diffusion libre. Alors je vous ai peut-être aujourd'hui la chose la plus spectaculaire qui a faite sur ces choses-là, c'est les méthodes d'imagerie. Ces méthodes d'imagerie font qu'on arrive à voir diffuser des objets directement qui sont extrêmement petits. Alors j'ai pris 2 exemples que je n'ai pas été chercher très loin, parce que c'est des choses qui viennent de mon propre laboratoire à Curie. Cette image ici, c'est 2 cellules. Alors, peut-être vous ne le voyez pas très bien, mais on voit bien le bord des cellules là-haut. Une ici et puis une en haut. Et puis marquées en rouge et en vert, c'est ce qu'on appelle des points quantiques, des quantum dots. Ça, c'est des nanocristaux de semi-conducteurs. Ça confine les électrons, et donc il y a une bande, il y a un spectre d'état dans ces nanocristaux-là, et ça veut dire que la lumière qu'on voit apparaît d'une couleur bien déterminée à cause de ce spectre de bande qui donne les longueurs d'onde qui sont absorbées. En changeant la taille, on change le confinement, et on arrive à avoir des nanocristaux de tailles différentes. Ici, il y en a des rouges et des verts. Et puis si je lance le film, vous allez voir les nanocristaux se disparaître. Alors la détection optique un peu sophistiquée, ça vient de l'équipe de Maxime Dahan. La deuxième image que j'ai prise, alors elle vient de Patricia Bassereau, c'est des choses qui diffusent le long d'un tube. Donc c'est les tubes que je vous ai montrés il y a 5 minutes. On tire un tube, et puis sur ce tube-là, elle a mis des protéines qui sont des canaux à potassium. Les canaux à potassium, c'est ceux qu'on trouve dans les neurones. Et par une méthode, alors que j'ai envie d'appeler PALM, qui est une méthode de super résolution optique, on arrive à voir, je dirais, à pointer les protéines une par une et à suivre leur mouvement. Donc ce que vous voyez là, ça correspond à la position d'une protéine, c'est-à-dire c'est des objets qui sont encore plus petits que les quantum dots, alors ils peuvent faire 20 nanomètres ou 30 nanomètres les quantum dots. Ça, c'est une seule molécule, et ce qui lui est accroché, c'est un marqueur fluorescent qui s'allume et qui s'éteint. Et on regarde les positions, on fit la position aussi précisément qu'on peut, et on arrive à voir à cette échelle de quelques nanomètres la diffusion d'une protéine. Je trouve ces expériences absolument fabuleuses. Elles contredisent tout ce que j'ai appris à l'école, en particulier de Marc Serrero, qu'on ne peut pas regarder des objets qui sont plus petits que la longueur d'onde de la lumière. Les biologistes ont été plus futés et ils ont réussi à trouver des méthodes comme ça pour regarder des objets à des tailles plus petites que la lumière avec une longueur d'onde qui est bien de l'ordre du micron et qui est une longueur d'onde optique. Donc voilà ce que je voulais dire brièvement sur la diffusion. Je vais vous parler de diffusion active un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que je vais appeler la diffusion active? Dans les milieux biologiques, on trouve tout un tas d'objets dont le mouvement n'est pas exactement un mouvement brownien. Alors, l'image qu'il y a là, c'est une bactérie, hein, c'est l'article original que tout le monde montre d'Howard Berg. Vous voyez que la bactérie va droit, et puis elle tourne de façon aléatoire. Donc elle va droit, elle tourne de façon aléatoire, elle retourne de façon aléatoire.
Donc c'est une marche aléatoire, mais avec un pas qui est beaucoup plus grand que la taille moléculaire. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on a des régions où elle se comporte comme si elle est à la vitesse constante, et que la vitesse, par un moyen ou par un autre, change de façon aléatoire au bout d'un certain temps. Donc j'aime bien faire des dessins un peu merdiques. Ça veut dire ici, ça marche de façon aléatoire, puis ça tourne de façon aléatoire. Et ça, pour la bactérie, c'est une trentaine de microns ou quelque chose comme ça. Donc c'est une marche aléatoire, mais avec des pas qui sont assez grands et qui impliquent un mouvement balistique à courte distance. Ça, c'est ce qui s'appelle une marche aléatoire persistante. Alors, il y a plusieurs modèles qui dépendent des détails microscopiques pour ces marches aléatoires persistantes. Certains que j'ai déjà mentionnés dans les cours précédents sans les présenter comme ça. Je vais vous rappeler les trois modèles principaux. Il y a un modèle qui s'appelle le modèle d'Ornstein-Uhlenbeck. Alors ce que font Ornstein et Uhlenbeck, c'est qu'ils reprennent tout ça, mais au lieu de dire que les corrélations de la force sont instantanées ici, ils mettent une mémoire aux corrélations de la force. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire des corrélations, ça veut dire que si je lâche ma particule à un certain instant donné, elle a une vitesse, et elle va garder cette vitesse pendant le temps qui est le temps de mémoire, avant que ça tourne de façon aléatoire. Ce qu'il faut changer, c'est ça. Et donc ce qu'on va écrire, c'est que xi i de t, xi j de t, donc il y a delta ij. Il n'y a plus de delta de t moins t'. Ce qu'on a envie, c'est de mettre une mémoire qui décroît exponentiellement. Donc je vais écrire exponentielle moins valeur absolue de t sur tau. Puis il faut que ça soit homogène à 1 sur un temps comme la fonction delta. Donc il faut que je mette un coefficient qui est tau ici. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais définir le coefficient comme K, qui est la constante de Boltzmann, fois T effectif, où T effectif, c'est ce qui mesure l'amplitude de corrélation, c'est ce qui joue le rôle de la température, et en fait, à temps long, tout se passe comme si cette particule de Ornstein-Uhlenbeck, elle avait une température qui n'est pas la température du liquide, mais la température qui mesure l'amplitude de l'effet de mémoire ici. Alors cette particule-là, tout se passe comme si à courte distance, elle se déplace avec une vitesse v. Tel que v2 est égal à 3 kt effectif sur zeta fois tau. Ça, c'est presque la loi d'équilibre. Vous avez 3 demi de mv2 égale 1 demi de kt. Vous pouvez vérifier que cette chose-là, qui est le temps de relaxation fois la friction, c'est homogène à une masse. Ce n'est pas une masse, parce que je n'ai pas mis d'énergie, mais c'est homogène à une masse. Donc c'est comme si on avait des particules qui sont à une température T, évidemment à temps très long. Donc ça me donne la vitesse sur ces morceaux-là. Et à temps très long, la particule diffuse. Il y a un coefficient de diffusion. D qui est cette vitesse au carré que multiplie tau divisé par 3. Donc voilà le modèle d'Ornstein-Uhlenbeck. Le deuxième modèle, qui est celui qui a été introduit pour les bactéries par Howard Berg, il s'appelle Run and Tumble. Dans ce modèle-là, la particule avance à vitesse constante. Ça, c'est ce qu'on appelle le run. Il y a des tumbles qui sont des changements de direction qui ont une distribution poissonienne avec un taux constant K.
et puis elle repart dans une direction aléatoire. Ici, on a vitesse constante. Ici, elle tourne sur elle-même et elle repart dans une direction aléatoire. Et comme ça, on fait une marche aléatoire, mais avec des pas qui sont plus grands. Donc il y a une vitesse V. Et puis un taux de faire un tumble que je vais appeler K. Et le coefficient de diffusion D, c'est V2 sur 3K. Si le taux c'est K, le temps de durée d'un run c'est 1 sur K. Donc c'est la même formule que là. Oui. Dans la corrélation, c'est xij de t ou xij de 0? Alors, oui, bravo. C'est la même corrélation que là-bas que j'ai écrite de travers. Et puis il y a un troisième modèle qui s'appelle le modèle de la particule active. Dans ce modèle-là, la particule a une vitesse constante. Alors, qui est le long d'un vecteur unitaire n. Et ce vecteur unitaire n a une diffusion de rotation, donc il tourne aléatoirement. Si j'appelle dr le coefficient de diffusion de rotation, pareil, on peut calculer le coefficient de diffusion. La particule part dans une direction, son orientation oscille, au bout d'un certain temps, elle a tellement oscillé qu'on a perdu complètement la mémoire de l'orientation initiale, et c'est ça qui donne le temps K. Donc la formule, c'est la même, sauf que K est remplacé par le coefficient de diffusion de rotation. Donc voilà les trois modèles classiques. Ce sur le quoi je veux insister, c'est que comme on passe du temps à aller à vitesse constante, quand on a une diffusion persistante comme ça, dans un temps donné, on parcourt plus de distance que ce qu'on en couvrirait si on avait une particule qui a un mouvement brownien classique. Donc voilà les modèles de diffusion qui sont passifs. Alors actifs, pourquoi ils sont actifs? Parce qu'à partir du moment où il y a une vitesse finie, ça veut dire qu'il faut fournir de l'énergie pour assurer cette vitesse. Si je prends une loi de corrélation comme ça, le théorème de fluctuation-dissipation n'est pas satisfait, donc c'est un système qui est hors équilibre, et donc on a violé l'équilibre thermodynamique. Donc voilà ce que je voulais dire sur la diffusion en général. Ce que je veux faire maintenant, c'est parler de temps de premier passage. Alors pourquoi je m'intéresse au temps de premier passage? Dans beaucoup de cas, la matière biologique doit être transportée à un endroit bien précis, qui est le site où elle est active, et ce qui compte, c'est la première fois qu'elle arrive à ce site actif. Donc ce qui va m'intéresser, c'est partant d'un point donné, comment est-ce que je calcule le premier temps où on arrive à un site donné. Alors évidemment, ce temps, il fluctue d'expérience en expérience. Donc ce qui va compter, c'est le temps de premier passage moyen.
que je vais appeler grand T. C'est le temps de premier passage que j'obtiens en faisant l'expérience beaucoup de fois et qui, lui, est vraiment une caractéristique du problème. Alors, un exemple, hein, si au site actif, il y a une réaction chimique, le taux de la réaction, c'est 1 sur le temps de premier passage. Donc, le taux de réaction au site actif, je ne suis pas très cohérent, cette fois je l'ai appelé grand K. C'est 1 sur T. Alors je vois le mot réaction au sens très large. Hein. La réaction, ça peut être le fait que ma particule se lie à un récepteur. Et ce que j'appelle le taux de réaction, c'est le taux d'accrochage au récepteur. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez classique, qui a été étudié en premier par Kramers, notamment dans les années 40. Là aussi, l'article original est magnifique. Il y a des tas de choses, et c'est fait aussi de façon très, très astucieuse, qui montre une compréhension assez gigantesque du problème. Donc, je vais vous calculer le temps de premier passage. Donc, je vais considérer une particule qui est entre deux surfaces, qui peuvent être n'importe comment. La surface jaune, elle est réfléchissante, elle ne laisse pas passer la particule, donc quand la particule arrive sur cette surface, elle rebondit de l'autre côté. Si elle est réfléchissante, ça veut dire qu'il n'y a pas de flux de particules qui traverse la surface, donc le flux est égal à 0. Et puis la surface bleue, elle est absorbante. Celle-là, elle est absorbante. Ce que ça veut dire, c'est que dès qu'une particule arrive là, elle est enlevée du système. Donc la probabilité de trouver la particule, cette surface-là, c'est exactement 0. Après, la question, c'est je prends une particule ici, elle diffuse, à un moment, elle arrive sur la surface, et ma question, donc je vais appeler Y ce point-là dans la suite, elle arrive à ce point-là, je moyenne sur plusieurs expériences, quel est le temps de premier passage moyen de la particule qui part de Y et qui arrive n'importe où sur la surface qui est là. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué à calculer. Pour calculer ça de façon simple, il faut introduire ce que je vais appeler la probabilité de survie. Je vais appeler ça S. De Y et de T. Je prends une particule ici, je la laisse évoluer, et à l'instant T, je demande quelle est la probabilité qu'elle n'ait pas été absorbée à cette interface-là. Alors cette quantité-là, on peut l'obtenir en faisant un raisonnement très simple. Ce que je veux, c'est prendre, je vais le faire ici, une particule qui part à une position R, à l'instant t plus dt. Puis après, elle va se propager, et je demande à l'instant t qu'elle ne soit pas sortie de mon espace au milieu ici. Pour faire ça, ce que je peux faire, c'est distinguer ce qui se passe pendant le temps dt initial. Donc je ne regarde pas cette fois la probabilité de trouver la particule à un instant R. Ce que je déplace, c'est le point initial de la marche. Je dis... Ça, c'est équivalent à prendre une particule à l'instant t plus dt, à lui faire un saut de taille dr qui dure dt. Et
puis après, ici, elle a un temps t, donc je demande qu'elle soit encore en vie après un instant t. Et si je somme sur tous les dr possibles, en les pondérant par la probabilité de faire un saut de dr en un temps dt, je vais retrouver la probabilité de survie S de R et de T plus dt. Alors si j'écris ça, ça veut dire que S de R et de T plus dt, alors je vais sommer sur tous les dr. Il faut que je l'appelle delta R et pas dr, parce que je vais faire des bêtises. Donc je vais avoir ici la probabilité de faire un saut de taille delta R pendant le temps dt fois S de R plus delta R et de T. Alors bien sûr, pour que ça se passe comme ça, il faut que la marche aléatoire n'ait pas de mémoire. Je vais complètement oublier les effets de mémoire. Au séminaire, après, Raphaël vous expliquera comment on prend en compte ces effets de mémoire. Je ne vais pas vous développer le calcul après. La seule idée, c'est qu'il faut développer de ce côté-là en puissance de delta R. Il faut développer de ce côté-là en puissance de delta T. Quand vous développez ici en puissance de delta R, vous allez avoir des moyennes de delta R qui vont arriver. La moyenne de delta R, c'est la vitesse moyenne fois delta T. Et s'il y a une force F, la vitesse moyenne, c'est F sur zeta dt. Après, je peux développer au deuxième ordre. Donc j'aurai 2 delta R. Donc, je vais écrire delta RI, delta RJ, où I et J sont les composantes cartésiennes. Ça, c'est les fluctuations autour de cette valeur moyenne-là. Ça, c'est donné par la diffusion. Pour chaque composante, c'est comme un mouvement à une dimension. Donc, c'est 2 fois donc le premier ordre est proportionnel à dt, le deuxième ordre est aussi proportionnel à dt. Et de ce côté-là, si je fais un développement de tel ordre, j'aurai dt. dt va s'en aller. Et tout ça, ça va me donner une équation pour la probabilité de survie qui est ds sur dt égale f sur zeta gradient s alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de comparer cette équation à celle-là. Il y a une différence entre les deux, c'est que quand je regarde cette équation-là, je regarde le morceau final de la marche. Quand je regarde celle-là, je regarde le point initial de la marche. Vous voyez que c'est différent parce que ici j'ai plus F. Et ici j'ai moins F. Ici le F est à l'extérieur du gradient. Ici, il est à l'intérieur du gradient. Alors, si je veux dire ça de façon un peu formelle, ça c'est dp sur dt égale un opérateur appliqué à p. Ça, c'est quand je regarde la position finale de la marche. Ici, c'est ds sur dt égale un autre opérateur appliqué à p. Vous pouvez vérifier, cet opérateur-là, c'est l'opérateur adjoint de l'autre. Il y a une intégration par partie qui explique le changement du signe et le fait que le f vient à l'extérieur. Alors, on peut regarder les conditions limites. Qu'est-ce qui se passe si je suis ce qui est simple, c'est qu'est-ce qui se passe si je suis de ce côté-là. Si je suis de ce côté-là, je sais que la probabilité est 0 ici. Donc sur la surface absorbante, S égale 0. C'est là. Maintenant ici, je sais qu'il n'y a pas de flux.
la particule ne peut pas traverser. Ça veut dire que c'est comme si j'avais mis un mur ici. Même si la particule n'a pas de force à l'intérieur du volume, ce que je peux faire, c'est simuler cette condition-là en mettant une force normale extrêmement grande qui empêche la particule de sortir. Donc je mets une force normale extrêmement grande qui empêche la particule de sortir. Ceci est infini. La seule façon d'assurer l'équation, c'est qu'on ait 0 ici. Donc sur la surface réfléchissante, N où N c'est la normale ici. Donc ça c'est, moyennant ces conditions aux limites, plus l'équation adjointe que là, qui s'appelle une opération rétrograde, parce que ce que je change, c'est le point initial de la marche et pas le point final. Je peux résoudre cette équation et en principe calculer la probabilité de survie. En fait, je n'ai pas besoin de le faire, je peux regarder directement le temps de premier passage. Je vais l'appeler T de Y, puisque je vous dis depuis que j'ai commencé, c'est que c'est une variable aléatoire. Donc je peux définir une probabilité du temps de premier passage que je vais appeler G de T et de Y. Alors, je ne vais pas utiliser cette notation qui est un peu compliquée, je vais appeler ça G. Ça, c'est la probabilité que si je pars d'une position Y ici, le temps de premier passage soit T. Maintenant, au lieu de regarder la probabilité de survie, je vais regarder A moins S. A moins S, c'est la probabilité pour que la particule n'ait pas survécu, puisque S, c'est la particule pour laquelle elle est survécue. Mais si elle n'a pas survécu, ça veut dire que son temps de premier passage est plus grand que si je regarde un instant t, elle est déjà passée là. Donc le temps de premier passage est plus petit que t. Ça veut dire que 1 moins s c'est la somme sur tous les temps, de 0 à t, de dt', de la probabilité de trouver G de t' et de y. Là, je m'assure que t est plus grand que tous les temps de premier passage, je compte tous les états, et je retrouve la probabilité que la particule soit sortie, qui me donne 1 moins s. Alors, je ne vais pas l'utiliser comme ça, je vais prendre la dérivée par rapport au temps. Ça me dit que moins ds sur dt égale g. Donc la distribution de temps de premier passage, c'est la dérivée moins la dérivée de la probabilité de survie. Donc le temps de premier passage moyen, c'est somme de G de Y et de T, T dt, de 0 à plus l'infini. Ça, c'est le temps de premier passage d'une particule que je lâche en Y jusqu'au moment où elle arrive sur la surface. Maintenant, si vous remplacez ici par moins ds sur dt et que vous intégrez par partie, vous allez trouver que ça, donc ça c'est grand T de Y, c'est somme de 0 à plus l'infini je vais mettre S de Y et de T. Donc si je connais S, je connais le temps de premier passage. Alors je peux même faire mieux. Je peux intégrer cette équation de 0 à plus l'infini.
Alors, somme de ds sur dt de 0 à plus l'infini, ça fait s de l'infini, mais si j'attends un temps suffisamment long, la particule sera toujours sortie. Donc ça fait 0. Moins la valeur en 0 de s, mais à t égale 0, je sais qu'elle n'est pas sortie, donc ça fait moins 1. Ça, c'est l'intégrale de ça. Puis après, pour les autres, je peux rentrer l'intégration dans les dérivés. Donc je vais avoir grand T ici, et je vais avoir grand T ici. Alors c'est f sur zeta gradient T plus donc voilà une équation pour le temps de premier passage moyen. C'est une équation où le temps de premier passage moyen dépend du temps et de la position dont je suis parti. C'est une équation linéaire du deuxième ordre, donc c'est quelque chose qui est relativement facile à résoudre. Qui plus est, je connais les conditions limites. Ça va être la même chose que ça. Si je suis sur une surface absorbante, je vais intégrer 0 de 0 à l'infini, donc sur la surface absorbante, t égale 0. Et sur la surface réfléchissante, j'ai la même condition qu'avant, c'est-à-dire j'ai n scalaire gradient t égale 0. Donc simplement parce que je suis passé par cette probabilité de survie pour laquelle j'ai trouvé une équation qui est presque la même que celle que j'avais au départ pour la probabilité, j'arrive à une équation pour le temps de premier passage. J'insiste sur le fait qu'il y a un deuxième membre maintenant. Ce deuxième membre, c'est moins 1. Et c'est ça qui va faire la différence, qui va me permettre de calculer le temps de premier passage. Donc, je vais vous traiter des exemples qui vont m'être utiles pour la suite. Alors, le plus simple, c'est de traiter un exemple à une dimension. Donc, à une dimension, ma surface réfléchissante est ici. Ça, c'est x égale 0. Ma surface absorbante ici, je vais appeler L la taille totale du système. Je lâche ma particule à une position x ici, et je demande quel est le temps de premier passage moyen de ce côté-là. Je vous laisse faire le calcul, ce n'est pas très sollicitant. T à une dimension, c'est L2 moins X2 sur 2 fois le coefficient de diffusion. Ça a bien les bonnes propriétés. Hein. Si je fais tendre x ici, je vais trouver 0. Et si je fais tendre x ici, vous pouvez vérifier que le gradient est 0, ça fait 2x. Donc voilà le temps de premier passage à une dimension. Avant de le discuter, je vais regarder ce qui se passe à 3 dimensions. Alors à 3 dimensions, je vais prendre les mêmes couleurs que là-bas. Donc celle qui est absorbante est en bleu. Ma surface absorbante, ça va être une petite surface sphérique ici. Ma surface réfléchissante, ça va être une grande surface sphérique ici. J'appelle B ce rayon A et A ce rayon-là. Si on compare, j'ai rien qui joue le rôle de A ici. Ça veut dire que la taille de la cible a une dimension. Si je prends un point, si je fais tendre A vers 0, le temps de premier passage est déjà fini. Alors il faut faire le calcul. Alors là, je ne connais pas le résultat. Donc T à 3D, c'est A2 moins R2 sur 6D plus B3
sur 3AD. Alors je vous laisse vérifier que ça satisfait bien cette équation-là avec f égale 0. C'est à peu près évident qu'il s'annule ici et que le gradient est 0 sur le bord là. Ce qui va m'intéresser, c'est la limite où a est tout petit. Et la limite où a est tout petit, je vais supposer que a est très inférieur à r, donc je le fais tendre vraiment vers 0, et que r est inférieur à b. Ça me simplifie la vie, parce que ces deux termes-là sont petits devant celui-là. Et donc le temps de premier passage, T3D, c'est B3 sur 3Z. Alors si je compare une dimension et trois dimensions, la première chose, c'est qu'ici, au moins dans la limite où A est tout petit, c'est indépendant de la position. Puis la deuxième chose, c'est que ça dépend de la taille de la cible, alors qu'ici, la taille de la cible, je l'avais faite égale à 0. Ça veut dire que la diffusion est différente à 3 dimensions et une dimension. Alors ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Si on est en dimension D inférieure à 2, la diffusion est compacte. Ça veut dire qu'en gros, si je diffuse assez longtemps dans un espace confiné comme ça, je passe par tous les points. Si D est supérieur à 2, la diffusion est non compacte. Ça veut dire que je laisse beaucoup de trous. À 3 dimensions, la marche aléatoire ne couvre pas l'espace. La dimension fractale de la marche aléatoire, si vous voulez, c'est 2, qui est bien plus petit que la dimension de l'espace qui est 3. Et donc, en gros, je balaye une surface de l'espace qui est de volume nul. Donc, à 3 dimensions, il faut que j'aille absolument partout pour trouver la cible. Donc, le temps, il doit être proportionnel au volume. C'est ce que vous trouvez ici. Et puis, l'endroit d'où je pars, ça ne compte pas, sauf si je pars tout près de A, parce que si je pars tout près de A, immédiatement, je vais tomber dessus. Mais dès que je suis à une distance de A plus grande que A, j'évite la cible en diffusant, et après, il faut que je diffuse partout pour retrouver ça. Évidemment, il y a un cas intermédiaire qui est 2 dimensions. À 2 dimensions, c'est presque compact, ça veut dire qu'il y a une correction logarithmique. Donc le T2D, c'est B2 sur 2D. Ça dépend un tout petit peu du rayon, ça dépend logarithmiquement de la distance au point d'où je pars. Donc R, c'est le point initial, hein, ici. C'est un truc que j'ai appris d'Eugène quand j'étais petit. Un logarithme, c'est en gros une constante. Sauf quand il commence à devenir singulier. Donc voilà un peu pourquoi on trouve des résultats différents à 1 et 3 dimensions. Voilà ce que je voulais dire de façon générale sur les temps de premier passage. J'ai 2 commentaires rapides à faire. Le premier, c'est qu'il y a encore de la recherche sur les temps de premier passage. Il y a encore des gens aujourd'hui qui ont des problèmes intéressants à résoudre. Je vais vous en citer 2 que je trouve très spectaculaires. Le premier, c'est Bénichou et Voiturier. Ce que font Bénichou et Voiturier, c'est qu'ils refont ce calcul-là, mais non plus à 1, 2, 3 dimensions. Ils le font dans un espace qui a une dimension fractale quelconque. Ils ont des arguments très généraux.
assez subtil, mais ce qu'il trouve à la fin, c'est que si la dimension fractale, alors je vais l'appeler df, si df est supérieur à 2, l'argument que je vous ai donné pour une dimension, pour 3 dimensions est correct, c'est-à-dire qu'il faut passer partout, donc le temps de premier passage il va être proportionnel au volume. Si df est inférieur à 2, on va retrouver ce que j'ai trouvé ici à une dimension. Et alors il y a un exposant en R qui apparaît. C'est petit r sur b fois R. C'est petit r sur A. Non, petit r sur B. Donc pareil, il y a une dépendance en fonction du rayon auquel je pars. Et si vous appliquez ça pour 1, vous allez retrouver le résultat que j'ai écrit en dessus, bien sûr. Donc ça, c'est un premier résultat que je trouve intéressant. Le deuxième, c'est quelque chose qui est fait par des gens autour de Satya Majumdar. Qui est à Orsay. Ce qu'il regarde, lui, c'est des temps de premier passage pour un des modèles de diffusion active que je vous ai donné, qui est le modèle de Run-and-Tumble, celui des bactéries. Je ne vais pas donner de résultats explicites parce que le calcul est effroyablement compliqué, même à une dimension. Mais ils arrivent à faire le calcul exact à une dimension. Ce qui est spectaculaire, c'est qu'à partir du résultat à une dimension, ils arrivent à calculer le résultat en toute dimension en utilisant un théorème mathématique qui s'appelle le théorème de Spar-Andersen, qui leur permet d'extrapoler le résultat à une dimension dans toutes les dimensions supérieures. C'est un peu spectaculaire, et le résultat à une dimension lui-même n'est absolument pas trivial à trouver, faites-moi confiance. Donc voilà un peu des choses récentes, mais il y en a d'autres. Il y a plein d'autres choses. Raphaël vous parlera de phénomènes non markoviens ou de choses comme ça, qui sont des généralisations de ces problèmes-là. Ce que je veux faire maintenant, c'est utiliser ces idées-là pour regarder un modèle de transport dans le cytoplasme. Donc le cytoplasme, c'est le fluide à l'intérieur des cellules. Et ce que je veux regarder, c'est une stratégie qu'utilise la nature pour essayer d'augmenter par rapport à la diffusion le coefficient de réaction, le taux de réaction, en utilisant une combinaison entre une marche diffusive et une marche convective ou balistique. Alors je vais vous montrer le schéma qui vient de leur article. Alors c'est par rapport à ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est terriblement simple cette histoire-là. Donc vous avez des filaments dans le cytoplasme ici. Vous avez une cible qui est ici. Et puis je pars de quelque part qui n'est pas sur un filament. Donc je pars d'un point qui est à l'extérieur du filament. Et la question, c'est comment je peux faire pour arriver à la cible, pour aller plus vite que le temps de premier passage que je vous ai indiqué là-bas. Ce qui a un intérêt parce que le temps de premier passage, il suppose de balayer tout l'espace à 3 dimensions. Donc leur idée, c'est de faire ce qu'ils appellent une recherche intermittente. Une recherche intermittente, ça veut dire que je vais utiliser à la fois la diffusion
et puis le transport à vitesse constante le long des filaments avec des moteurs moléculaires. Vous voyez ici, le long des moteurs moléculaires, j'ai une vitesse V. Le long des filaments, j'ai une vitesse V. Et puis, je reste un temps taux 2 sur les filaments. Ce que ça veut dire que je reste un temps taux 2, ça veut dire qu'il y a un processus de Poisson avec un taux pour sauter du filament, donc un taux off, qui est 1 sur taux 2. Une fois que j'ai sauté dans le filament, je suis dans le cytoplasme. Là, je n'ai pas d'autre moyen que de diffuser. Donc, c'est dans le cytoplasme. Il y a un coefficient de diffusion qui est D, et j'y reste un temps taux 1. Et au bout d'un temps taux 1, je saute sur un filament et je reprends mon transport rapide. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour aller sur les filaments K-on qui est égal à 1 sur taux 1. Alors, c'est ça le problème que je vais vous montrer comment ils le résolvent. Je ne vais pas le résoudre parce que ça serait bien trop compliqué. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent cette géométrie-là. Ça veut dire qu'ils placent la cible au centre d'une sphère. Je pars de n'importe où. En pratique, je partirai presque toujours dans le cytoplasme. Et puis, ce que je veux, c'est arriver à trouver le temps de premier passage sur la cible pour un modèle comme ça. Alors, ils ont une astuce qui est très belle. C'est qu'ils définissent 2 temps de premier passage. Le premier temps de premier passage, T1, c'est le temps de premier passage si je commence dans le cytoplasme. Donc le point Y est dans le cytoplasme. Et le deuxième temps de premier passage sur la cible, c'est un temps T2 de Y. Y est sur un filament. Alors, ce que je veux, c'est calculer T1 de Y, parce que je vous ai dit que je voulais partir du cytoplasme. Ceci dit, pour calculer T1, j'aurais besoin de T2. Et donc, il calcule les deux en parallèle. Alors, les équations pour T1 et T2 sont extrêmement simples. Je vais vous les écrire, et puis je vous dirai après comment on les obtient. Alors, ça, c'est l'équation pour T1. Pour T1, je pars du cytoplasme. Donc, au voisinage du point dont je suis parti, la particule diffuse. Donc, c'est le terme de diffusion qui compte. Après, il y a un terme plus 1 sur taux 1, T2 moins T1. Alors, ici, il va être un terme moins K. De A égale moins 1. Je vais écrire l'autre équation et puis je vais vous montrer comment on arrive à ça. Donc l'autre, c'est si je pars sur un filament. Si je pars sur un filament, je vais à vitesse constante. Donc le terme que je vais avoir, ce n'est pas un terme de diffusion, c'est un terme de convection. Donc V, scalaire gradient taux 2, plus 1 sur taux 2, facteur de T1 moins T2 égale moins 1. Ça, c'est pour T2. Donc ces termes-là, pardon, c'est T2 ici, on s'attend à les trouver. Ce terme-là, pour les obtenir, il faut refaire le raisonnement avec la probabilité de survie.
La seule différence, c'est que si je fais un saut dans une taille dt, je vais passer à la position dr, mais je peux aussi sauter depuis le cytoplasme sur un filament. C'est ce que vous dit ce terme-là. Je pars dans le cytoplasme et je saute sur un filament, mais si je saute sur un filament, j'ai besoin de T2, parce qu'à l'étape d'après, il faut que je reparte à partir d'un filament. Le moins 1, c'est ce qu'on trouvait, ça c'est la même chose. Hein. Si je pars sur un filament, je peux sauter du filament dans le cytoplasme, ça génère ce terme-là. C'est très facile à voir sur la probabilité de survie, et puis après, il faut intégrer comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors après, il y a ce terme-là ici. Ce que j'avais écrit, c'est que la surface ici est complètement absorbante. Ça, c'est une condition limite qui est un peu compliquée. Donc, ce qu'ils font, au lieu de dire que la surface est absorbante, alors il y a T1 ici, ils disent, je vais dire qu'elle a une probabilité de s'absorber que j'appelle K. Donc, quand la particule arrive sur la région centrale ici, elle a une probabilité K de rester collée dans la région centrale. Et ça me remplace ma condition limite que dès qu'elle touche le bord, elle est absorbée. Donc c'est un peu une astuce mathématique pour éviter les singularités. Donc voilà les occasions qu'il faut résoudre. La seule chose qui est simple, c'est que comme ils ont mis la bille au centre, on peut travailler en coordonnées sphériques. Après, les calculs sont absolument horribles. Ils les ont fait en détail. Ce que je vais faire, c'est vous montrer les résultats. Donc qu'est-ce qu'ils calculent? Ils calculent donc le calcul, ce qu'il donne, c'est T1 de Y, c'est le temps de premier passage sur ma cible qui est là, en partant d'un endroit Y quelconque. Au passage, j'ai calculé T2, mais je n'en ai pas besoin. Après, leur raisonnement, c'est de dire, en fait, je ne sais pas où est Y. En pratique, dans la cellule, on ne sait pas où sont les protéines. Donc, ce que je vais faire, c'est calculer la moyenne de T1. Donc, ils appellent ça Tm. C'est 1 sur V. Ça, c'est la moyenne du temps de premier passage sur tous les points de départ, en disant en pratique, je ne sais pas d'où je pars, donc si je fais plusieurs expériences, c'est ce genre de choses que je vais mesurer. Donc ça, c'est le temps de premier passage qui est pertinent. Maintenant, à quoi il faut comparer ça? Il faut comparer ça au temps. Alors, ils ont fait 36 000 cas, tous les cas qu'on peut imaginer, mais il faut comparer au temps à 3D ici, qui est B3 sur 3AD. Alors, ils calculent le rapport, ils appellent le gain. G, c'est B3 sur 3AD divisé par Tm. Tm doit être plus petit que B3 sur 3AD, parce que si je ne fais pas du tout de période balistique, Tm est égal à T3, et le gain est 1. Si Tm est plus petit que T3, le gain est plus grand que 1. Donc, ce que mesure ce gain, c'est le rapport entre le temps que je mettrai par diffusion et puis le temps que je mets en réalité si j'utilise cette recherche intermittente. Évidemment, la recherche intermittente est intéressante que si G est plus grand que 1. Alors, ce G, il dépend de taux 1 et de taux 2. Et la question de l'intermittence, c'est comment je choisis taux 1 et taux 2 pour que la recherche intermittente soit la plus efficace possible. Donc ce que je veux, c'est optimiser le gain par rapport à taux 1 et taux 2. Alors, le résultat est tracé ici. On va prendre n'importe laquelle de ces courbes-là, par exemple celle-là. Ça, c'est le gain à 3 dimensions.
Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'il faut que je fasse une hypothèse sur l'orientation des filaments. Le résultat que je vous montre là, c'est quand les filaments sont orientés de façon aléatoire. Donc si taux 2 est trop petit, le gain est égal à 1. Donc ça veut dire que si taux 2, qui est le temps ici sur les filaments, est trop petit, évidemment je ne gagne rien. Donc le temps est égal à 1. Puis après, vous voyez qu'il y a un pic et qu'il y a une valeur optimale de taux 2. Alors cette valeur optimale de taux 2, elle existe que si A est assez grand. Alors je vais l'écrire ici. Alors, A assez grand, ça veut dire que A est supérieur à une valeur critique AC. Et cette valeur critique AC, c'est 6D sur V. Qu'est-ce que c'est que 6D sur V? Ce que je vous ai montré la semaine dernière, c'est que si vous comparez la diffusion A au mouvement à vitesse constante, il y a une longueur caractéristique au-delà de laquelle c'est toujours le mouvement à vitesse constante qui va plus vite. Ça, c'est exactement la longueur de transition entre les deux. Et puis si on est plus grand que ça, il y a une valeur optimale de taux 2. Alors la valeur optimale de taux 2, c'est A sur V. A sur V, c'est simple. C'est le temps qu'il faut quand on est sur le filament pour parcourir quelque chose qui est de l'ordre de la distance, pour parcourir une distance qui est de l'ordre de grandeur de la taille de la cible. Si on va beaucoup moins vite que ça, ça veut dire qu'on utilise pratiquement la vitesse de translation, donc ça ne sert à rien. Si le temps est beaucoup plus grand que ça, on peut rater la cible parce qu'on se balade sur le filament, on passe à côté, et donc ça coûte cher de revenir par diffusion. Donc ça a un certain sens que ce soit ce temps caractéristique-là qui compte. Alors vous allez me dire, il y a deux temps. Donc le temps taux 1, le temps taux 1, il a beaucoup moins d'effet que le temps taux 2 sur le gain. Ceci dit, il y a quand même un optimum. Et l'optimum, c'est taux 1 égale 6D sur V2. Alors il y a un coefficient numérique ici, mais qui est proche de 1, que je n'ai pas écrit. Ça, c'est le temps qu'il faut pour parcourir cette distance-là. C'est le même argument que là, c'est que si je fais ça, si je me mets à des distances plus courtes que ça, je n'ai pas utilisé autant que je pourrais le mouvement convectif. Donc le résultat de ça, c'est que la recherche intermittente, elle est utile si la taille de la cible est plus grande que cette valeur critique. Et surtout, ce qui compte, c'est ça. Donc il faut avoir un temps taux 2 qui est beaucoup plus grand que cette valeur-là. Peut-être la chose intéressante, c'est de calculer les ordres de grandeur. Les paramètres dont dépendent les valeurs optimales ici, c'est V et D. V, c'est la vitesse. Je vous ai dit, la vitesse, c'est 1 micromètre par seconde pour les moteurs. C'est probablement un peu optimiste, surtout que la cellule, c'est assez encombré, donc il y a des choses qui bloquent un peu les moteurs, mais enfin, c'est un bon ordre de grandeur. L'autre paramètre, c'est D. D, c'est le coefficient de diffusion thermique de l'objet qui se déplace. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est KT sur le coefficient de friction. L'estimation la plus simple du coefficient de friction qu'on peut faire, c'est de prendre l'hydrodynamique, et zeta, c'est 6pi eta fois d. Où d, c'est la taille de la particule.
Si je prends une très petite particule, D est grand et AC va être très grand. Donc si je prends une protéine, c'est entre 1 et 10 nanomètres. Je peux calculer directement la valeur de AC. Alors, il faut prendre une vitesse qui est une viscosité qui est la viscosité de la cellule. Ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que c'est entre 10 et 100 fois la viscosité de l'eau. Donc si je fais ça, on trouve AC égale 1 micron. Ça veut dire que si ça c'est une protéine ou un objet comme ça, c'est absolument aucun intérêt de faire de la recherche intermittente. On y arriverait aussi vite en prenant de la diffusion. Par contre, si je prends un objet gros, si je prends une vésicule, alors une taille de vésicule, c'est 1 micron, ou 10 microns si vous voulez. Vous voyez que AC va être 1000 fois plus petit, on trouve 10 nanomètres. Là, ça devient très facile d'être dans le régime A supérieur à AC. Ça veut dire que pour les gros objets, on a intérêt à faire de la recherche intermittente. Donc pour les petits objets, la recherche intermittente n'a pas d'intérêt. Pour les gros objets, la recherche intermittente est utile et elle augmente le gain. Les gains qu'on peut obtenir, c'est des facteurs 10. Alors évidemment, le modèle est un peu caricatural. Hein. Il oblige plein de choses, mais à la limite, pour moi, c'est ça l'intérêt du modèle. Par exemple, le réseau, il n'est pas statique. Il se réorganise en permanence ou des choses comme ça. Ces choses-là ne sont pas prises en compte. Quand même, j'ai tendance à penser que c'est, au moins qualitativement, ces résultats-là sont intéressants. Et que donc, si on veut balader des grosses vésicules, on a intérêt à faire une recherche intermittente. On a intérêt à passer sur les filaments et à avancer sur les filaments, bien que de toute façon, on soit obligé de se balader par diffusion dans le cytosol qui est autour. Donc voilà le modèle qui a été fait par Voiturier, Bénichou et leurs collègues. Une question que vous pouvez poser, c'est est-ce qu'il y a des façons alternatives de faire ça ? Alors il y a un moyen qui a été proposé il y a très longtemps pour accélérer les temps de premier passage, c'est ce qu'on appelle les vols ou les marches de Lévy. Le modèle classique de la marche aléatoire, c'est de dire je fais des pas dans une direction complètement aléatoire, je vais dans cette direction-là, etc. À chaque pas, je change, mais je fais tous les pas à peu près à la même longueur. L'idée de Lévy, alors c'est quelqu'un qui étudiait les marchés financiers au début du XXe siècle, c'est de dire il y a une autre façon de faire, c'est de varier la taille des pas. Donc on fait une marche aléatoire avec des tas variables. Et si on fait une marche aléatoire avec des pas variables, avec une distribution qui est assez bien centrée, qui n'est pas très singulière, on trouve la même chose qu'une marche aléatoire classique avec la valeur moyenne de l'écart type du pas. Donc ce qu'il faut, c'est une marche aléatoire avec une distribution très large.
ce que propose Lévy, c'est prendre des pas de taille L, tels que la probabilité d'un pas de taille L, c'est 1 sur L puissance bêta plus 1. Et les bêtas qui sont intéressants, ils sont compris entre 1 et 2. Alors si bêta égale 2, tout se passe comme pour une marche aléatoire classique. Si bêta est compris entre 1 et 2, on a un phénomène de diffusion qui est plus rapide que la diffusion classique. Alors vous allez me dire pourquoi ça marche. Si vous calculez des moyennes avec ça, cette fonction, vous pouvez la normaliser à 1. Donc, il faut commencer avec un pas minimal, mais à l'infini, ça converge. Donc on peut normaliser la fonction. On peut calculer la valeur moyenne. La valeur moyenne de L est finie. Par contre, la valeur moyenne de L2 diverge. Ça veut dire que pour la plupart des pas, ça reste fini. Il y a des événements rares qui sont suffisamment grands pour que ça fasse diverger l'écart type. Donc voilà l'idée. Après, il y a deux processus. Il y a le vol de Lévy. Le vol de Lévy, c'est une marche aléatoire où le temps de chaque pas est fixé. Donc pour chaque pas, je mets le même temps, indépendamment de la longueur du pas. Ce qui n'est pas très réaliste pour ce problème-là. Ce qui est plus réaliste, c'est la marche de Lévy. La marche de Lévy, je la fais à vitesse constante. Donc si j'ai un pas de taille L, la vitesse est le temps est proportionnel à L. Donc la marche de Lévy, donc s'il y a un moyen de faire des choses qui sont comparables à ça, ce qu'il faut que je regarde, c'est une marche de Lévy avec des exposants ici compris entre 1 et 2. Si j'atteins 1, c'est la valeur moyenne qui est plus définie et ça devient complètement singulier. Si vous faites ça, vous trouvez une marche aléatoire qui est singulière où la valeur moyenne de R2 est proportionnelle à t puissance 3 moins bêta. Alors je vous ai dit, si bêta égale 2, c'est comme une marche aléatoire normale, R2 c'est t. Si bêta égale 1, R2 c'est t2. Ça veut dire que je vais à vitesse constante. Et puis les cas qui sont intéressants, c'est ce qu'on appelle une diffusion anormale, c'est-à-dire R2 est proportionnel à t à une certaine puissance. La puissance est comprise entre 1 et 2 ici. C'est ce qu'on appelle une marche superdiffusive. Alors, je vais vous montrer la différence entre une marche de Lévy et une marche aléatoire. Donc ça, c'est une marche aléatoire classique. Ce n'est pas tout à fait la même que celle que je vous ai montrée au début. Enfin, c'est une configuration de marche aléatoire classique que j'ai trouvée dans l'article de ce monsieur-là. Et là, vous avez une marche de Lévy. Et vous voyez qu'il y a un grand pas ici. Donc la statistique de la marche de Lévy, elle est dominée par les événements rares qui permettent de faire des très grands pas. Alors c'est intéressant pour ce problème-là parce qu'il y a aussi plein de petits pas qui permettent d'explorer le voisinage. Donc c'est ça un peu la caractéristique de cette chose-là. Comment est-ce qu'on arriverait à faire une marche de Lévy en pratique? J'avoue que je ne sais pas très bien, mais c'est quelque chose qui est dans la littérature depuis très longtemps pour ce genre de problème. Voilà l'autre modèle qui a été proposé pour ces processus de recherche. Il y a plein d'articles du groupe de Raphaël et de Bénichou qui montrent que dans beaucoup de cas, c'est quand même la recherche intermittente qui est la plus efficace et que même pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec le cytosquelette, la marche de Lévy est moins efficace en moyenne que la recherche intermittente.
Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur ces problèmes de premier passage. Il me reste encore quelque chose à faire, c'est que j'ai supposé pour l'instant que les cytosols c'était un fluide gentil, c'est-à-dire qui ne contient pas tout ce que contient la cellule. Je parlerai un peu de ça la prochaine fois. C'est un problème compliqué, on ne sait pas grand-chose. Donc je vous dirai un peu les choses que j'ai trouvées, mais en particulier une expérience que je trouve très belle. Mais c'est ça par lequel je veux commencer la prochaine fois. Et puis je parlerai de moteurs moléculaires et de trafic donc, sur des réseaux de moteurs moléculaires. Je m'arrête là, je vous remercie pour votre attention. Je suis prêt à répondre à des questions si vous en avez, parce qu'il n'y en a pas eu non plus cette semaine. Merci beaucoup.